Waouh! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo un peu spéciale parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour te dire que j'ai sorti un livre qui vient juste de sortir cette semaine qui s'appelle Connexion animale, une capacité extraordinaire qui sommeille en chacun de nous, qui est sorti donc le 19 septembre aux éditions Larousse et que je suis trop heureuse de te présenter, de te partager et puis de savoir qu'il va faire son petit bout de chemin pour aller rejoindre les mains et peut-être les cœurs de plusieurs personnes. Je suis trop heureuse que ce livre soit enfin sorti. Je t'ai plus parlé beaucoup de connexion animale, d'ailleurs je t'ai plus parlé de rien du tout sur cette chaîne depuis très longtemps, mais donc du coup je me suis dit que le livre serait l'occasion de refaire une petite vidéo à ce sujet là. Si j'ai plus parlé de connexion animale, c'est pour plein de raisons, dont certaines sur lesquelles je reviendrai à la fin de la vidéo, mais en attendant, c'est un livre que j'ai écrit il y a un petit moment aussi, donc ça fait très bizarre de l'avoir là dans les mains. Mais en attendant, c'est pour te parler de ce livre que je trouve juste trop beau et que je suis trop heureuse de vous présenter. Regardez-moi ce petit chien avec ses yeux bleus comme il est trop beau. Du bleu et du noir, les deux plus belles couleurs de l'univers. Franchement, si c'est pas magnifique. Un manuel de connexion animale en 8 étapes avec des exercices guidés, plein de conseils. Des réflexions philosophiques pour intégrer cette connexion animale à notre quotidien, parce que pour moi c'est vraiment une philosophie de vie au-delà de la connexion, mais aussi plein d'études scientifiques qui nous permettent de remettre en question à la fois la relation qu'on a avec les non-humains, mais aussi qui nous permettent de découvrir plein de capacités extraordinaires qu'ils ont. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout ça, mais c'est surtout pratique, puisqu'il y a des exercices pratiques, des conseils pratiques sur la connexion animale, mais sur notre relation avec les animaux, comment les traiter autrement, comment les traiter mieux, comment les respecter davantage. Il y a eu toute une période où je faisais des vidéos que sur la connexion avec les animaux. Donc comment est-ce qu'on peut se mettre davantage à leur écoute, et on va dire, moi je le nomme comme ça dans le livre, mais développer notre empathie au maximum pour pouvoir comprendre ce que eux ils ressentent, ce que eux ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, comment est-ce qu'ils voient les choses, comment est-ce qu'ils sentent, etc. Et c'est une sorte de développement de notre empathie au maximum pour vraiment les comprendre et se mettre vraiment à leur écoute, leur ouvrir notre cœur et leur ouvrir nos oreilles pour savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boule de poils ou de cette petite boule d'écaille ou de cette petite boule de plume en fonction de à qui tu as envie de te connecter. Et donc du coup c'est quelque chose dont cette chaîne parlait essentiellement, ainsi que de notre rapport aux non-humains, notre rapport aux animaux, parce qu'évidemment ça va avec, et il m'a contacté pour écrire une sorte de manuel de connexion animale. Quand je dis que c'est un manuel, c'est que tu vois, c'est aux éditions Larousse. Moi je me souviens que j'avais des manuels scolaires qui étaient aux éditions Larousse, et du coup je trouve ça hyper cool d'avoir un manuel de connexion animale, qui est un peu, le but c'est un peu de réveiller cette capacité qu'on a en gros en chacun de nous, et qui est quelque chose dont on s'est un peu déconnecté, qu'on a perdu au fil du temps, en fait, de toute notre évolution, qui fait qu'on s'est totalement déconnecté de notre, je sais pas, de notre nature première et du fait qu'en fait on fait partie de la nature. Tu sais, il y a une sorte de séparation entre l'humain et le non-humain, et en réalité cette séparation, comme tout le reste, c'est quelque chose qui a été créé, il y a une raison pour laquelle on a décidé de se séparer, mais c'est pas la réalité en tout cas de ce qui se passe réellement. On fait partie de la nature et on fait partie du règne animal. On est aussi des animaux, on est aussi des mammifères. Et donc du coup l'idée c'est de se mettre à l'écoute des autres animaux autour de nous. Voilà. Ce petit manuel il est trop bien. Il est en 8 étapes. L'idée c'est, oui c'est bien ça. Donc tu vois, t'as 8 étapes ici. Trop heureuse, je le trouve trop beau et toutes les personnes qui l'ont lu pour le moment l'ont vraiment adoré. Toutes les personnes qui ont lu des livres de connexion animale ont trouvé que celui-là, et m'ont dit évidemment, il y a sûrement plein de gens qui l'ont pas aimé mais ils m'ont pas dit, mais en tout cas on trouvait que celui-là était particulier parce que l'idée c'est au-delà de juste la connexion animale qui est une pratique en soi, qui m'a fait d'ailleurs beaucoup réfléchir ces dernières années pour plein de raisons, mais je pourrais y revenir peut-être rapidement en fin de vidéo. Mais en tout cas, donc voilà, la connexion animale c'est une pratique en soi, mais c'est une pratique qui a un réel but, sinon ça sert à rien. Et je pense qu'un des buts premiers de cette capacité-là, de cette volonté de se mettre en connexion avec les non-humains, de cette volonté de les écouter, c'est aussi de les respecter forcément davantage et d'essayer de créer un monde qui soit plus juste, qui soit plus joli, qui soit plus poétique aussi, et un petit peu plus harmonieux, où vraiment on respecte les êtres vivants, quels qu'ils soient, qui nous entourent, et où on essaye vraiment de s'écouter, de se comprendre et de vivre bien ensemble. Et je pense que c'est un des buts premiers de la connexion animale, et du coup, dans ce livre-là, on parle de tout ça, on parle de comment est-ce qu'on peut les respecter, de évidemment laisser un peu de côté l'anthropomorphisme, mais on met aussi
en question l'anthropocentrisme, le fait que l'humain soit le centre de l'univers. Et donc du coup, dans ce livre, il y a des réflexions là-dessus. Il y a des passages avec des morceaux de philosophie. J'ai beaucoup mis des passages avec Montaigne aussi, tu vois. Alors, ça commence par la phrase de Montaigne qui dit... Bon, j'ai pas besoin de la lire en vrai, mais c'est on a de tout temps considéré que seul l'homme était capable de parler, mais qu'est-ce qui affirme qu'ils sont incapables de parler et que c'est pas nous qui sommes incapables de les comprendre? Et dans notre relation avec les non-humains, quotidiennement, c'est évident. Eux, ils parlent, ils s'expriment, ils nous montrent des choses à travers des gestes, à travers des comportements, à travers leur manière d'être, à travers leur manière d'être en notre présence, à travers plein de choses en fait. Et ils nous montrent des choses, ils communiquent. Sauf que nous, on n'est pas en capacité de les écouter parce que finalement on passe notre temps à regarder le monde selon notre prisme à nous et selon notre interprétation à nous de la réalité. D'ailleurs la réalité c'est quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est pas forcément quelque chose qui existe réellement. C'est notre cerveau qui perçoit quelque chose et qui le transforme d'une certaine manière. Ok, et donc du coup la réalité, elle n'est pas forcément là. Mais donc du coup on a un seul prisme. On a un seul prisme et c'est le nôtre. Et quand on regarde les personnes autour de nous, personnes humaines et animales, on passe notre temps à interpréter leur comportement, leur manière d'être en fonction de notre prisme à nous. Sauf que notre prisme à nous, il est biaisé. Il est basé que sur nos expériences à nous, que sur ce qu'on a appris. Tout ce qu'on n'a pas appris, ça s'intègre pas à ce prisme-là. Et donc du coup, notre spectre, il est vraiment très restreint. Et si on compare à l'intégralité de toutes les personnes et comment est-ce qu'on perçoit les choses. Tous ensemble. Et donc du coup, l'idée avec la connexion animale, c'est d'essayer de lâcher ce prisme-là, qui est le nôtre, et d'essayer de trouver, en tout cas d'essayer de ressentir un petit peu les choses selon son prisme à lui, selon son point de vue à lui, et en fait de comprendre que ça n'avait rien à voir avec ce que nous on imaginait, avec ce que nous on voyait, avec ce que nous on percevait. Et c'est vraiment l'idée de cette connexion-là. L'idée c'est vraiment d'aller au-delà de la connexion animale, parce que la connexion animale seule, ça sert à rien. La connexion animale c'est pas une fin en soi. La connexion animale c'est un outil qui va nous permettre de reprendre notre place au sein du vivant, de se rendre compte qu'on fait partie de ce vivant-là, de se rendre compte qu'on fait partie de la nature, qu'on fait partie de cette globalité, et donc d'y retrouver notre petite place. Et c'est vraiment l'idée de ce livre-là aussi. Et à la fois, ça nous apporte énormément de bénéfices personnels à nous, parce que tu te sens forcément moins seul, et je trouve que tu te sens beaucoup mieux quand tu comprends que tu fais partie de la nature et que t'en es pas séparé, que t'es pas au-dessus de je sais pas quoi, sur une sorte de pyramide en train de trôner sur ton siège imaginaire. Franchement, ça fait beaucoup de bien, mais au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de leur redonner une autre place à eux aussi. Quand je dis eux, c'est du coup les non-humains, qui va nous permettre de leur donner leur juste place et de peut-être avoir une relation qui s'améliore avec eux aussi, parce qu'on prend le temps de les écouter. Et à la fois, je pense que le monde dans lequel on vit, il manque d'écoute. On n'a pas l'habitude d'écouter réellement. C'est très rare d'avoir des réelles conversations où quelqu'un en face nous écoute sans chercher à donner un conseil, sans dire « Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, blablabla ». C'est quelque chose dont on manque en vrai, on manque d'écoute, on manque de moments pour écouter, mais ce dont on manque le plus, c'est d'empathie. Et donc du coup, en tout cas d'après moi, ce qu'on manque de plus, c'est d'empathie. Si on développait tous un peu plus notre empathie, en tout cas qu'on se reconnectait à cette empathie qui, pour moi, est quelque chose de naturel et de... en tout cas pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Si on avait plus d'empathie les uns envers les autres, le monde il ressemblerait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Il pourrait pas y avoir de guerre, il y aurait pas de conflit, il y aurait aucune discrimination, il pourrait pas y avoir aucune oppression quelle qu'elle soit, parce qu'il est impossible d'exploiter et d'opprimer à partir du moment où on a de l'empathie pour la personne qui vit cette exploitation, qui vit cette discrimination, qui vit cette oppression. Du coup, le monde, t'imagines bien, c'est peut-être un monde un peu de bisounours. On va me dire, oui, c'est peut-être un peu utopique, blablabla. Oui, certes, c'est sûr, mais en même temps, ce serait quelque chose qui me semble, en tout cas, qui pour moi personnellement est très souhaitable. Et donc du coup, la connexion animale, c'est là-dessus aussi qu'elle met l'accent. C'est sur ça. Donc ce que je disais, c'est que donc il y a 8 exercices, il y a 8 étapes avec plein de conseils pour écouter un peu plus les émotions des animaux qui vivent avec vous. Avec la petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible sur les yeux ». Très beau, regarde comment écouter les émotions des animaux qui vivent avec nous. Il y a plein de conseils là-dedans, à chaque fois je te donne des conseils, il y a des morceaux, c'est mes conseils, se mettre à la place de l'autre par exemple, là on parle. Et du coup là-dedans j'ai mis aussi plein d'études scientifiques, j'ai lu beaucoup de choses pour pouvoir écrire ce livre.
Pour par exemple, là c'est une étude qui montre que tous les mammifères sont doués d'empathie. Par exemple, un chimpanzé peut en aider un autre, évidemment, qui essaie de pêcher. Dans 90% des cas, il va sélectionner le bon outil à lui donner. Donc ça, c'est des études qui ont été faites pour essayer de voir à quel point ils avaient de l'empathie pour les autres, à quel point les animaux, ils ont de l'empathie pour les autres. Je sais que ça fait un peu bizarre quand tu vis avec des animaux non humains de faire des études pour savoir s'ils ont de l'empathie, parce que ça paraît évident, mais en même temps, c'est comme ça, et il y a des cerveaux très cartésiens pour qui ça peut aider aussi. Bon, là on parle des poules par exemple qui ressentent physiquement la détresse émotionnelle de leur poussin. On le voit parce que leur pouls il va s'accélérer. Et on va adresser des vocalisations qui vont être propres d'ailleurs. En plus, là c'est pas écrit pour les poules, mais elles ont un panel de vocalisation qui est très 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 important et qui fait que les poussins, même si on met 10 000 poussins dans un endroit, vont reconnaître directement qui est leur maman et vont reconnaître en l'entendant aussi quelle est l'émotion qui la traverse. Voilà, là on parle de France de Waal qui est le primatologue qui étudie principalement la thématique de l'empathie. L'empathie fait partie intégrante de notre évolution, elle en est non pas une caractéristique récente mais une capacité innée, vieille comme le monde. Par leur sensibilité automatique au visage, au corps et aux voix, les humains sont en empathie depuis l'aube des temps. L'empathie est une part de notre héritage aussi ancienne que la lignée des mammifères. Elle mobilise des régions du cerveau vieilles de plus de 100 millions d'années. Évidemment, cette empathie, elle nous demande de faire appel à notre réflexion morale envers le reste du vivant. Ensuite, on parle un peu des neurones miroirs. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites et qui se sont rendues compte qu'en gros, que la même zone du cerveau s'activait quand, par exemple, je lève mon bras, mais quand je vois quelqu'un qui lève son bras, la même zone du cerveau s'active et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, et qu'aussi ces neurones-là seraient responsables potentiellement, c'est un peu controversé, il y a eu plein d'études qui disent tout et son contraire, mais en gros qui pourraient être responsables en tout cas de l'empathie, et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après il y avait un neurologue qui dit que les neurones miroirs sont les neurones de l'empathie, et donc du coup lui il les appelle les neurones de Gandhi, et pour lui c'est une preuve, c'est une des preuves de notre reliance les uns une avec les autres, et en fait de cette vision des choses qui dit qu'on fait tous un, qui est la vision par exemple du yoga. Le yoga ça signifie union, mais finalement c'est un des buts du yoga, c'est de se reconnecter à ça et au fait que on fait tous partie d'un même tout, et qu'il y a quelque chose de très présent dans les philosophies orientales de manière générale. Et donc du coup lui il l'a utilisé un petit peu, en tout cas pour lui ça lui rappelait ça. Voilà. Ensuite il y a plein d'études qui montrent plein d'animaux qui ont été d'autres espèces et qui ont été d'autres animaux. Voilà. Ensuite, je vous donne un petit exercice à faire pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et ici, une personne non humaine. Avec le petit conseil ici, ça marche pas. On finit par un enseignement de Montaigne et il y a un petit récap des 3 idées clés du chapitre. Ici, par exemple, c'est comment comprendre les besoins de son animal. Donc encore une fois, le but, c'est vraiment d'améliorer la relation qu'on a avec lui. Ça commence toujours par une petite histoire. Donc là, je vous raconte l'histoire du bain de Dino. Donc une petite histoire de connexion animale et de qu'est-ce qu'on a compris grâce à cette connexion. Je parle là de l'amour des animaux. Ensuite on parle de leurs sentiments. Est-ce qu'ils ont des sentiments? Est-ce qu'ils ont des émotions? Voilà. Bon. Des études à ce sujet-là. Je souris parce que vraiment, des fois, c'est ouf qu'on ait... bref, ça paraît tellement évident que voilà. On parle de la sentience juste après. Ensuite on parle des animaux torturés. Je raconte l'histoire d'un cochon dont je vous ai beaucoup parlé, que j'ai rencontré dans une bétaillère, etc. De sa perception, en tout cas la perception que j'avais l'impression qu'il avait. Ensuite je parle de Pimpin, mon petit lapin, qui avait été récupéré dans une cage et qui était prêt à partir à l'abattoir. Je vous raconte un petit peu de ce qui m'a appris ce petit lapin. Et ensuite on parle ça s'appelle refuser le spécisme. Ensuite je donne une définition de l'antispécisme et tout, en fait, leur perception des choses et leur perception du monde, qui nous paraît peut-être plus juste, en tout cas, elle est assez intéressante parce qu'ils ont une sorte de vision plus systémique. En fait, ils vont remettre en question un système plutôt que en vouloir à des individus en particulier, mais du coup que ça ne justifie en rien ce qu'eux ils vivent et qu'il faut bien faire quelque chose contre ça aussi, et que c'est quelque chose de très important. Alors évidemment, c'est pas tout le sujet du livre, donc c'est juste quelques pages, mais c'est quelque chose de très important, et c'est en ça que je pense que ce livre est important aussi, puisqu'il replace la connexion animale dans un contexte,
et le contexte actuel c'est le contexte de l'exploitation et de l'oppression des animaux non humains, et que c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas séparer cette connexion de ce contexte-là, et on ne peut pas remettre en question la relation qu'on a avec les animaux, quels qu'ils soient. Que ce soit les animaux qui vivent avec nous, est-ce qu'on a des comportements adaptés, est-ce qu'on les respecte, est-ce qu'on respecte leurs besoins dans leur entièreté ou pas, et en même temps on ne peut pas remettre en question notre posture d'humain qui s'est mis au top d'une pyramide imaginaire, puisque finalement, déjà c'est le contexte actuel de notre relation avec les non-humains, donc vouloir se connecter aux animaux, c'est replacer cette connexion dans un contexte d'exploitation animale, et donc on est obligé de le prendre en compte, mais surtout, je pense qu'on ne peut pas se connecter aux animaux à partir du moment où on n'a pas remis en question l'anthropocentrisme, et à partir du moment où on n'a pas remis en question la suprématie humaine, et le fait que donc on a créé cette fameuse pyramide imaginaire de manière totalement arbitraire. À partir du moment où on lâche pas en fait cette séparation, et à partir du moment où on considère que les animaux sont donc inférieurs aux êtres humains, on peut pas se connecter à eux. On peut pas du tout se connecter à eux. Comment tu veux créer un lien à partir de ce moment-là? Et donc du coup on est obligé de le remettre en question, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. Ensuite on parle d'une connexion écrite, de pas chercher à chercher de validation, qu'on cherche pas à faire des connexions pour se vanter de savoir le faire, de se mettre à leur diapason, l'écosens même de la connexion. Là on reparle d'éthique, la notion de respect, et là je te redonne un exercice de connexion de cœur à cœur. Voilà, ensuite on parle du rôle de thérapeute des animaux et de toutes les études qui ont été menées sur la fonction thérapeutique des animaux. Il y a eu plein d'études qui ont montré à quel point à la fois c'était un anti-stress. Il y a eu le début de la relation d'aide où il y avait une présence d'un chien. C'était un psychiatre aux États-Unis qui s'est rendu compte qu'en fait quand il y avait son chien, ses patients qui étaient autistes se mettaient à parler alors qu'ils parlaient jamais. Et donc du coup ça c'était la naissance de la zoothérapie. Et ensuite on parle de la relation pouvoir guérisseur des animaux. Voilà. Ensuite je parle d'un peu de moi ce que ça m'a apporté, cette connexion, puisque cette connexion elle m'a apporté énormément. À la fois elle m'a permis d'être encore en vie aujourd'hui, puisque je pense que si j'avais pas eu ce lien avec les animaux, même pendant que j'étais à l'hôpital, si j'avais pas rencontré mon renard, etc., je pense que j'aurais tout lâché. À la fois elle m'a donc permis d'être en vie parce que j'avais des oreilles attentives qui m'écoutaient tout le temps et qui me donnaient des conseils hyper beaux et qui me jugeaient pas surtout, qui me voyaient pas dans le prisme de seulement Ilana elle est malade et c'est tout, et donc du coup tous ses comportements c'est juste sa maladie, le fait qu'elle aime les animaux c'est parce qu'elle est malade, blablabla, toutes les grosses conneries qu'on m'a sorties. Bref, et donc du coup il me voyait totalement autrement, et ça a redonné un sens aussi, puisque pendant tout ce temps où j'étais enfermée et où j'avais pas le droit de rien faire, en gros, à part rester dans mon lit et attendre qu'on vienne me voir, et ça me permettait d'aider des non-humains à être compris, à être entendus, à être écoutés. Donc du coup ça a donné un réel sens aussi. Et je parle aussi du fait que c'est aussi ça qui m'a fait encore plus prendre conscience ensuite, au-delà du sens, de la place des animaux sur cette planète, et d'à quel point c'est important de agir réellement et concrètement pour que leur sort, pour que leur sort se transforme et pour que leur sort change. Voilà, là je parle aussi un petit peu de l'intuition des animaux, d'à quel point ils arrivent à ressentir quand il y a eu des catastrophes, donc des éléphants qui descendent du haut d'une montagne parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une catastrophe naturelle qui va arriver. Là par exemple, on parle des éléphants aussi, en 2004 en Indonésie, qui se mettent à hurler sans qu'il rien se passe, et ensuite ils ont fui, et donc du coup les humains les ont suivis, et heureusement, puisque sinon tout le monde serait mort. C'est quelque chose qui a été pas mal étudié en réalité. Qui a été pas mal étudié, non, c'est une petite niche, mais bon, bref, qui a été étudié un petit peu. Ensuite, je parle du concept de Magic Animal Farm que j'ai créé, cette idée de créer des sanctuaires pour les animaux, de les sauver. Puis ensuite, de permettre à des humains qui le souhaitent, si les animaux sont en accord et on consentit à ça. D'ailleurs, je parle aussi du consentement, d'à quel point on respecte très 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 peu le consentement des animaux et à quel point c'est important de le faire. À la fois quand on veut se connecter à eux, mais à la fois quand on veut aller leur faire des câlins. Parce que qui s'est pas déjà jeté sur un chat qui dormait pour lui faire des câlins, alors que ce chat-là, il a rien demandé, et à la fois, il peut être agressif, mais à la fois, c'est surtout, il faut qu'on respecte leur consentement, c'est leur corps, c'est pas des peluches. Si j'ai envie d'attraper la peluche qui est juste derrière, je l'attrape, puisque ça ne pose aucun problème. Un chat, un chien, un lapin, un cochon, un cheval, on les laisse venir, on les laisse nous demander s'ils ont envie qu'on leur fasse des câlins, et sinon, on leur en fait pas. Voilà. Et on se connecte pas à eux non plus s'ils sont pas d'accord. Donc on parle de ça.
on parle donc du concept de Magic Animal Farm, et donc s'ils sont d'accord de devenir des thérapeutes entre guillemets, juste de laisser des humains passer du temps avec eux, parce qu'ils ont un pouvoir thérapeutique assez naturel. En tout cas moi c'était vraiment très le cas, comme j'ai grandi avec les chevaux par exemple. Pour moi c'était mes plus grands thérapeutes et ça l'a toujours été. Voilà, ensuite on parle du stress post-traumatique des animaux, de toutes les études qui ont été faites pour montrer que les animaux ont bien un stress post-traumatique. Les animaux ont une mémoire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est bien présent. On parle de comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu plus le passé de l'animal et comment est-ce que ça nous aide à mieux le comprendre aujourd'hui, mieux comprendre ses réactions, je sais pas. Il peut y avoir des réactions qu'on comprend pas. Comprendre son passé, ça peut nous aider beaucoup. Donc là je donne l'exemple d'Empi, un réformé de course qu'on a recueilli et qui lui avait énormément de comportements incompréhensibles, et se comprendre un peu mieux son passé nous a permis de le comprendre davantage. On parle des enseignements de Jane Goodall. Là on parle de la connexion avec les animaux sauvages, donc là je pense que je rajoute une petite partie sur l'histoire de la relation de mon ami le renard. Je dis que ça nous permet de remettre notre classe au sein du vivant. Je reviens sur cette idée d'âme collective que j'ai entendue tellement de fois, que les animaux avaient une âme collective, pas une âme individuelle. Encore un moyen d'utiliser une sorte de spiritualité pour se mettre au-dessus d'eux. L'idée de mieux apprendre à les connaître, que ça nous ouvre des nouvelles perspectives, qu'on remet en question le fait qu'il y a des gentils et des méchants. Voilà, connexion avec les animaux sauvages, avec un poisson. La remise en question de la propriété privée et de comment est-ce qu'eux ils comprennent pas ça, les barrières, les frontières, tout ça ils comprennent pas du tout. Est-ce que les animaux ont une conscience? Le retour de Méli-Mélo, là on parle du deuil et de comment faire le deuil des animaux, et voilà. Et qu'est-ce que la connexion animale m'a permis de comprendre. Voilà. Et si on importait ce principe de coopération, de solidarité et d'entraide qui sont naturels pour la plupart des espèces dans notre relation avec eux? Ainsi, exploiter les animaux devient une aberration, les tuer et les manger aussi. Croire qu'ils ne sont pas sentients, totalement irréaliste. Beaucoup de personnes me disent que je suis un bisounours et dans la phase d'après, que je suis trop extrême et radicale. Mais la réalité est que je ne sais pas comment des valeurs universelles telles que le respect, la générosité et l'entraide pourraient être trop extrêmes. On peut juste vouloir extrêmement fort que ce monde disparaisse pour laisser place à un autre monde plus juste, plus vrai et plus beau, un monde vivable, respirable et habitable. Un monde où chaque matin, chacun se réveillerait heureux d'habiter ce monde-là. Juste un monde basé sur la coopération et où chacun reconnaît sa place au sein du vivant. Un monde qui n'est plus anthropocentré. Un monde où l'humain n'est plus le dominant de la nature, du vivant et de tous les animaux, mais un monde où tout le monde cohabite paisiblement. Et puis comme je crois que nous sommes tous reliés en permanence, et que la connexion animale n'est autre qu'une attention que l'on pose sur ce lien, les émotions des uns et des autres nous traversent en permanence et on ne peut être libre tant que tout le monde ne l'est pas. Et ensuite je parle du fait que la connexion animale n'est possible que si l'on y trouve un réel sens, on y cherche une vérité qui dépasse nos croyances. Elle demande de remettre en question nos préjugés, de se laisser emmener par cet animal auquel on fait confiance l'espace d'un instant. Ainsi, elle demande de chercher un réel sens à cette pratique, un moyen de s'y attacher, de s'y adonner régulièrement. On nous a pas assez appris à chercher du sens, à mettre du sens dans nos vies, dans nos pratiques et dans nos actions. Depuis toujours, on nous explique que les choses sont telles qu'elles sont, point, sans nous laisser la possibilité de les questionner, ou plutôt sans nous inviter à le faire. Et pourtant, je sais que comme moi, vous avez cherché le sens de la vie, blablabla, on se prend la tête, enfin moi je me prends tellement la tête avec le sens du monde surtout, genre, et sûrement qu'il n'y en a pas, mais soit. Et si le sens justement se trouvait dans ces relations magnifiques que l'on peut créer avec d'autres espèces? Moi je trouve que leur simple regard est la plus belle chose du monde. Il n'y a rien de plus beau et inspirant qu'un regard de vie, rien de plus poétique que de voir une poule libre courir dans un champ et sentir le soleil sur ses plumes, rien de plus grand et honorable que de mettre en lumière leurs mots et leur résistance. Il n'y a pas d'empathie plus grande ni plus belle que celle qui réussit à se mettre à la place d'un être si différent et si éloigné de nous. Ce texte est peut-être un éloge de la connexion, mais aussi celui de l'empathie et de la sensibilité, cette capacité à ressentir ce qu'on a de plus précieux. Parfois, le manque d'empathie me fait enrager, parfois cela me fait peur, mais une chose est sûre, un peu plus d'empathie ne fera de mal à personne. Alors à nous de la cultiver et d'inviter les autres, de nous inviter à se mettre à la place de l'autre, quelle que soit son espèce, son taux de pilosité, sa couleur de peau, ses croyances, son genre, ses capacités ou son origine. Et je pense que le monde n'en sera que plus joli. La connexion animale prend tout son intérêt si on la remet dans un contexte très actuel de crise climatique, de perte de biodiversité et des écosystèmes, et surtout d'exploitation animale jusque dans leur chair. Nous arrivons à un moment de notre histoire où il est urgent d'agir pour notre survie et pour vivre dans un monde supportable, mais aussi où l'appel des animaux commence à se faire entendre. La connexion animale prend sa source dans de l'amour si fort pour l'animal auquel on se connecte. C'est un outil en soi, un moyen d'écouter les animaux et d'ainsi les respecter vraiment,
afin de leur redonner leur juste place, celle d'un ami ou d'un frère. Un moyen de rétablir l'équilibre et la balance que nous avons perdu. Un moyen de respecter le vivant dans sa globalité et de reprendre notre place au sein de celui-ci et non plus au-dessus de toutes les autres espèces. Et je pense que c'est le cas de la connexion animale mise au service d'une cause plus grande, celle de changer le monde, celle de changer des mondes en tout cas. La communication animale est une étape, pour ensuite passer à l'action pour faire cesser leur exploitation et leur souffrance et enfin les rendre libres. À chaque fois que la vie d'un être change, c'est un monde entier qui se transforme. Alors à tous les animaux non humains, tous ces individus révolutionnaires doux et dont le regard est repli poésie, merci. Voilà. Ensuite, il y a une petite connexion sur si la connexion animale n'existait pas, et puis je parle de cette idée de la réalité, qu'est-ce que la réalité ? Les chercheurs en neurosciences ont tendance à expliquer que la réalité, c'est que la perception finalement qu'on en a, même la perception des couleurs, par exemple. On a la perception des couleurs. En fait, moi, c'est des questions qui m'obsèdent depuis que je suis toute petite, mais ça va avec cette discussion au sujet de la connexion animale. C'est une question qui m'obsède depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, je me pose la question de est-ce que quand j'ai froid, est-ce que les gens ils ont froid comme moi j'ai froid ? Est-ce que ce que je vois, les gens ils voient la même chose que moi ? Parce que peut-être qu'ils voient plus loin ou plus proche, peut-être que les couleurs sont pas les mêmes. Et en fait, c'est ça qui se passe réellement. C'est qu'en fait, par exemple, les couleurs sont pas les mêmes. Si on prend des couleurs qui sont en dehors du spectre, comme par exemple le rose, et du coup, c'est qu'une interprétation de notre cerveau. Donc il y a très peu de chances que le rose que moi je vois, ce soit le même rose que toi tu vois. Puisque finalement, c'est l'interprétation que mon cerveau va faire de différentes longueurs d'onde à ce moment-là. Et donc du coup, la réalité telle qu'elle est-ce qu'elle est vraiment celle-là ou est-ce qu'en fait elle est tout autre ? Et parfois, lorsqu'on vit des expériences où on a une perception qui est totalement altérée de la réalité parce qu'on a pris une substance qui nous y aide ou sans, en fait on commence à questionner vraiment c'est quoi la réalité. Parce que parfois on se retrouve face à une situation où ce qu'on voit semble plus réel que le réel. Et du coup, en tout cas, semble plus réel que cette réalité-là. Là, par exemple, je vois la caméra face à moi et j'ai vécu des expériences où ce que je voyais semblait beaucoup plus réel que cette caméra qui était là face à moi. Donc du coup, la question c'est que c'est quoi la réalité ? Est-ce que la réalité c'est ça ou est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'en fait, on n'est pas des tout petits êtres et est-ce qu'on vit pas finalement entre deux brins d'herbe et qu'en fait, toute notre vie, on a vécu qu'entre ces deux brins d'herbe-là et en fait, on est persuadé que le monde c'est ça, c'est ces deux brins d'herbe-là, mais en fait, on est minuscule. Et si ça se trouve, on est comme des tout petits insectes, des mini-mugs, des petits esprits de la nature, ce que tu veux, on vit entre deux brins d'herbe et si ça se trouve, en fait, il y a des géants au-dessus de nous qui eux vivent sans même savoir que nous on existe. Et nous on vit toute notre vie sans savoir qu'on existe. Et puis peut-être qu'on va mourir, on les aurait jamais croisés. Parce qu'en fait depuis le début de notre vie on est persuadé que ce monde il est incroyable, il est immense et en fait c'est ça le monde, mais en fait c'est deux brins d'herbe. Bref, tous ces questionnements là sur c'est quoi la réalité et en fait qu'est-ce qui est réel en fait. C'est une vraie question. Et la connexion animale ça va avec ça et je finis un petit peu là-dessus sur le fait qu'en fait peut-être que la connexion animale en réalité c'est pas possible, peut-être que c'est une fabulation de mon esprit. Peut-être, mais en fait, même si c'était le cas, c'est quelque chose qui apporte tellement. C'est quelque chose qui m'a tellement apporté à moi, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui m'a réellement permis d'être encore en vie sur cette terre aujourd'hui, qui a ensuite permis de me connecter aux animaux, qui m'a donné du sens, qui m'a permis de devenir antispéciste aussi par la suite, bref, qui m'a permis de vivre des amitiés interespèces totalement folles, comme cette amitié que j'ai avec mon renard. Je peux vous mettre la vidéo là, mais c'est un truc de fou que j'aurais pas pu vivre sans. Donc toutes ces histoires-là, en fait, ce qu'elles disent, c'est que en vrai, même si la connexion animale est pas possible, c'est pas très grave parce que moi je sais que ça m'a apporté beaucoup. En gros, je préfère y croire. Voilà, mais tout ça pour te dire que ce livre est donc sorti aux éditions Larousse la semaine dernière. Il est sorti le 19 septembre, que je suis trop fière, qu'il est trop beau, que je suis tellement heureuse de l'avoir entre les mains, que j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure parce que je trouve ça incroyable d'avoir travaillé sur un livre pendant très longtemps, puisque déjà si on pense à la connexion animale, le temps que j'ai travaillé là-dessus, le nombre de livres que j'ai lus à ce sujet-là, c'est astronomique. J'ai fait que ça pendant plusieurs années, pendant mes journées entières. Puis ensuite, le temps que j'ai passé à donner des formations à ce sujet-là et former plus de 800 personnes à cette connexion-là, le temps que j'ai passé à écrire, à faire des recherches, ensuite à lire toutes les études scientifiques que je trouvais sur notre relation avec les animaux, à pas dormir la nuit, à lire plein de trucs de philo, à lire plein de trucs de neurosciences. Évidemment j'ai pas tout mis là-dedans parce que j'avais écrit beaucoup plus que ça de base et ça a été coupé, mais en gros tout ce temps que j'ai passé là-dessus et ensuite à pas beaucoup dormir et tout, ça fait tellement plaisir de voir qu'il est enfin là, genre entre mes mains, regarde il est là et j'espère qu'il sera entre les tiennes aussi. Il est disponible partout, il suffit juste de le commander, voilà. Si vous voulez aller le commander dans votre librairie préférée, n'hésitez surtout pas, plutôt que de le commander n'importe où sur internet, mais en vrai vous faites ce que vous voulez.
Quoi dire de plus? Bah voilà, hein. C'est vraiment un livre pas à pas pour te permettre de te reconnecter à la connexion avec les animaux, de permettre d'apprendre à les comprendre, principalement d'améliorer ta relation avec les animaux qui vivent auprès de toi, ton chien, ton chat, ton lapin, j'en sais rien, et de vraiment voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette boule de poils, de ce poisson à écailles, de cette boule de plumes, et de vraiment pouvoir réellement les comprendre. Si tu veux l'acheter juste parce qu'il sent bon, n'hésite surtout pas, il est souple, il est beau, regarde-moi comment il est beau, il suffit juste de l'eau, tu peux juste le poser comme ça, juste pour que tout le monde le voit dans ta bibliothèque, juste parce qu'il est trop beau. Si tu veux le commander juste pour ça, commande-le juste pour ça. Et moi je suis trop heureuse qu'il soit matériel. Pour être très honnête, j'ai fini quasi en burn-out à la fin quand je l'écris. Enfin non, j'étais en burn-out, c'était pas que à cause de ça, mais aussi. Et donc du coup, l'avoir entre les mains, c'est incroyable. Puisqu'il y a un moment où j'en pouvais plus de cette histoire de livre. Puisque pour la petite histoire, j'en ai écrit beaucoup. Enfin, j'écris tout le temps. Bref. Et donc voilà, n'hésite pas à aller le commander parce qu'il est trop beau, parce qu'il est bien aussi, parce que c'est vraiment un livre étape par étape, mais qui remet en question plein de trucs et qui nous permet d'aller à l'essence même de cette connexion, d'où elle vient, comment est-ce que ça fait qu'on s'en est séparés et comment est-ce qu'on peut s'y reconnecter pas à pas, toujours de manière simple, le moins protocolaire possible, toujours de façon à que chaque personne qui lit ce livre puisse s'y retrouver, puisse trouver sa méthode qui lui correspond et que ce soit pas dogmatique, que ce soit pas il y a qu'une seule méthode qui marche et c'est celle-là et vous devez faire ça, parce que ça a toujours été très important pour moi, et d'essayer de proposer des exercices simples, d'essayer de proposer des conseils simples, d'essayer de proposer plein de trucs simples parce que j'aime pas quand c'est compliqué et je pense que ça sert à rien de compliquer quelque chose d'aussi simple. Enfin, en plus, hein, on est en train de parler de quelque chose de très très de base, qui fait partie de nous quoi. Donc du coup on n'a pas forcément besoin de le compliquer et de tout compliquer tout le temps. Rajouter un peu de simplicité, ça fait du bien. Et voilà, comment envoyer de l'amour à son animal, ça c'est toujours très important. Surtout quand on a envie de créer un lien avec eux, quand on est en vacances par exemple. Ça nous permet de garder ce lien même quand on est loin d'eux. Là je donne plein de techniques de respiration, la respiration libre, la respiration carrée. Donc c'est des pranayama finalement, techniques de respiration. Là on parle de la sentience comme on l'a dit. Voilà, le lapin philosophe, je parle de mon petit lapin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que ce livre est trop bien? N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires si tu l'as commandé. Et puis voilà, je suis très contente. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'avais dit que je vous parlerais, c'est pourquoi je m'étais coupée de la connexion animale, mais c'est pour plein de raisons, dont le fait que je vous ai déjà fait une vidéo pour vous dire que je savais plus si c'était la priorité à l'heure actuelle, mais en même temps je me rends compte que ça a apporté à énormément de personnes, humaines et animales, et donc je me dis que c'est quand même quelque chose d'important dont il faut parler. Et les autres raisons qui fait que j'en parlais plus, c'est des raisons plus personnelles qui sont liées à... on pourrait dire de manière assez large des problèmes, des soucis dans ma petite tête. Bah juste commande-le si t'as envie, si t'as les moyens, si t'as la possibilité, si t'as envie de le faire. Regardez comment mon t-shirt et mon pantalon, mais vous le voyez pas, si à peu près, et mon pantalon sont assortis à ce livre. Et voilà, donc n'hésite pas à le commander, surtout à me poser des questions si t'as envie, et puis à me faire un petit retour en commentaire. Allez, sur ce je vous laisse, je suis hyper contente. Mais voilà, bisous, posez des questions si vous voulez, je serai là.